Alors, ceci est une vidéo de cours sur les bases de l'électromagnétisme. Donc, niveau, je dirais, niveau universitaire, licence maîtrise. Ok. Donc, les équations de Maxwell-Lorentz. Donc, on s'intéresse à l'évolution de systèmes de masse chargée. Donc, on notera M alpha et Q alpha. Donc, c'est les masses et les charges en question. Donc, sous l'action de champs magnétiques. Donc, la force de Lorentz va intervenir sur ces charges, sur ces masses chargées. On la notera F indice alpha. Cette force de Lorentz ne dépend que de E, que des champs électromagnétiques, donc E et B. Sous l'action de cette force, chaque charge va acquérir une certaine vitesse, d'où l'apparition d'un courant que l'on notera V indice alpha, donc relatif à la charge alpha, qui est égal à la dérivée temporelle donc du vecteur position de notre masse chargée, voilà, vecteur position par rapport à la source de champ électrique. Le déplacement de ces charges va créer lui-même un champ magnétique. Les charges dépendent de variables donc discrètes, alors que le champ magnétique dépend de variables continues, puisque le champ magnétique, lui, va exister sous l'existence d'un courant de déplacement, donc de charge en mouvement, tandis que les charges, le champ électrique, lui, est créé par des charges fixes, d'accord. On définit donc alors la densité volumique de charge, ρ de R et de T, comme étant égale à la somme sur toutes les particules qui composent mon système, la somme des alpha, des Q alpha, delta de R moins R alpha de T. Donc cette quantité-là, delta, en fait, c'est une distance, c'est la distance de ma particule alpha à ma charge. D'accord. Si mon champ électrique est créé en un certain point de l'espace et que, par exemple ici, que ma charge se trouve à une certaine distance, donc on va évaluer delta de R moins R alpha de T. R alpha, c'est la distance donc de ma charge à ma source. D'accord. Et on va définir également la densité volumique de courant, donc qui, elle, va être due en fait au déplacement de nos charges porteuses, d'accord, comme étant égale à la somme sur toutes les charges qui composent notre système, des Q alpha, donc étant, ça c'est la charge en coulomb, multiplié par le volume, multiplié par le volume, par la vitesse de déplacement effectivement de ma charge, d'accord, multiplié par la distance qui me sépare, mon delta, ma réponse impulsionnelle qui me sépare en fait à ma source. On a les équations de Maxwell, donc constitutives effectivement de la propagation du champ électromagnétique, donc qui lie le champ électrique au champ magnétique. On a tout d'abord la première équation qui est l'équation de Maxwell-Gauss, qui nous dit que la divergence de E, autrement dit Nabla scalaire E, est égale à ρ sur epsilon 0, donc la divergence du champ électrique est égale en fait au rapport entre la masse volumique créée dans tout le volume que l'on considère, divisé par epsilon 0, la permittivité du vide. D'accord, c'est Maxwell-Gauss. On a ensuite que la divergence du champ magnétique, autrement dit Nabla scalaire B, est égale à 0. Le champ magnétique est à flux conservatif, c'est Maxwell-Thomson. On a ensuite une relation qui est celle de Maxwell-Faraday qui lie le champ électrique au champ magnétique, qui lie en fait la variation, on va dire, une variation spatiale du champ électrique à travers son rotationnel. Le rotationnel du champ électrique, qui est Nabla vectoriel E, est égal à l'opposé de la dérivée partielle par rapport au temps, donc de la variation, l'opposé de la variation temporelle du champ électrique. D'accord. Donc ça, c'est directement, c'est ce qui est connu sous l'effet, sous l'induction donc électromagnétique, qui en fait se cache derrière cette loi physique. Et enfin, on a Maxwell-Ampère qui lie cette fois-ci les variations spatiales du champ magnétique à travers le rotationnel de B qui est égal au produit vectoriel entre l'opérateur Nabla et le champ magnétique B, et qui va être égal à 1 sur C carré, c'est étant la célérité de la lumière dans le vide, 300 000 km/s moins 1, multiplié par la dérivée partielle du champ électrique par rapport au temps, d'accord. On considère les sources en une position de l'espace R, d'accord, et du temps, plus mu0, la perméabilité du vide, multiplié par J, donc notre densité volumique de charge, de courant, notre densité volumique de courant qu'on a définie ici, ok. Donc, en bonus, effectivement, je vous donne l'équation fondamentale de la dynamique, bon, qui est connue. C'est une équation fondamentale qui fait intervenir le facteur gamma, pour ceux qui ont fait de la relativité. Gamma, donc qui exprime en fait, c'est un facteur qui s'exprime en fonction de la vitesse de la particule par rapport à la vitesse de la lumière. Donc, plus on s'approche effectivement de cette vitesse c, plus le facteur gamma sera important. D'accord, on aura. Et donc, la relation fondamentale de la dynamique va s'écrire que m de la particule alpha par son accélération, d'accord, qui est ainsi symbolisée,
est égale à, est égale à la somme des deux forces vectorielles. D'abord, la force due au champ électrique créé en R alpha à l'instant t par la particule alpha, plus la force de Lorentz, donc qui est QV vectoriel B. Ok, donc on peut dire que ceci, c'est à peu près approximativement à M, j'ai oublié le alpha pour dire que c'est la particule alpha, fois la dérivée seconde de la position de la particule par rapport au temps. Alors, les invariants de l'équation de Maxwell-Lorentz. Donc, on va voir la conservation de la charge dans un premier temps, et ensuite la conservation de l'énergie. Pour ce qui concerne la conservation de la charge, donc on va partir donc de l'équation de Maxwell-Gauss, d'accord? Donc le nabla scalaire E est égal à ρ sur epsilon 0, autrement dit la densité volumique de charge est égale à epsilon 0 multiplié par la divergence de E. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, effectivement, donc la dérivée temporelle, la dérivée par rapport au temps de la densité volumique de charge est égale à la dérivée par rapport au temps donc de epsilon 0 fois nabla scalaire E, hein, d'après Maxwell-Gauss, puisqu'on a ρ qui est égal à ceci. Donc l'opérateur, donc epsilon 0 c'est une constante, c'est la permittivité, la permittivité du vide, d'accord? Donc je la sors de l'intégrale, elle ne dépend pas du temps, c'est une constante caractéristique du milieu que l'on considère, ici le vide. Donc c'est égal à epsilon 0 par la dérivée temporelle de nabla scalaire E, ok? Alors, ici, on a deux opérateurs. On a un opérateur nabla, qui est une dérivée spatiale, et ici, on a un opérateur qui est la dérivée temporelle. Donc, on peut parfaitement les intervertir, c'est ce que je fais ici. Et donc, j'intervertis l'opérateur de dérivation temporelle avec l'opérateur de dérivation spatiale, et j'obtiens que la dérivée partielle de la densité volumique de charge dans mon espace par rapport au temps est donc égale à epsilon 0 nabla scalaire, la dérivée temporelle du champ électrique par rapport au temps. Bien. Eh bien, on va utiliser maintenant l'équation donc de Maxwell-Ampère qui nous permet d'exprimer en fait cette quantité-là qui est la dérivée du champ électrique par rapport au temps en fonction du rotationnel de B. Donc je multiplie en haut je multiplie à gauche et à droite par C au carré et je fais passer le vecteur densité de courant à gauche de mon équation. Donc on va avoir en fait du dE sur dt qui est égal à C carré fois ce terme-là, nabla vectoriel B, d'accord, moins C carré, moins C carré fois mu 0 fois J, ok? Et c'est ce que j'ai écrit ici, d'accord? Donc en fait, le dE sur dt, j'ai retravaillé en fait tout simplement l'équation de Maxwell-Ampère pour obtenir cette forme-là, d'accord? Je rappelle ici, bon, après pour simplifier les calculs, que mu 0 epsilon 0 c carré est égal à 1, donc c'est comme ça qu'on définit la vitesse de la lumière, autrement dit la vitesse de la lumière c'est 1 sur racine de mu 0 epsilon 0. Bien, et bien, nabla, donc cet opérateur-là, en fait, si on fait le nabla scalaire, donc c carré, il peut sortir, donc on va distribuer l'opérateur nabla, hein, qui est donc la divergence. C carré va sortir l'intégrale, et si je fais nabla scalaire, nabla vectoriel B, en fait, nabla vectoriel B, c'est un vecteur, d'accord, qui est caractéristique puisqu'on fait un produit vectoriel entre deux vecteurs, et donc ce vecteur va être orthogonal à AB et a fortiori à nabla. Donc en fait, lorsqu'on fait le produit scalaire de nabla par un vecteur qui est orthogonal à nabla, on obtient le vecteur nul. Autrement dit, de ce terme-là, il va rester simplement epsilon 0 multiplié par 1 sur epsilon 0 s'annule, d'accord, multiplié par nabla scalaire G. Autrement dit, c'est égal à l'opposé de la divergence de notre densité volumique de charge. D'où l'équation de conservation de la charge qui est ici, d'accord. Donc ça, c'est l'équation de conservation de la charge qui se déduit naturellement des équations de Maxwell, ou plutôt qui est incluse dans les équations de Maxwell. Elle est contenue en gerbe dans les équations de Maxwell. Il faut juste la sortir, en fait, qui nous dit qu'il y a conservation de la charge, donc effectivement au cours du temps. Qui se modélise comme ceci, la dérivée partielle de la densité volumique de charge par rapport au temps, plus nabla, la divergence de J, nabla scalaire J est égal à 0. Okay. Maintenant, on va voir la conservation de l'énergie qui découle également des équations de Maxwell. Alors, on introduit le vecteur de Ponting, qui est le vecteur π, qui est égal au produit vectoriel du champ électrique par le champ magnétique divisé par la permittivité du vide. Et en fait, c'est le flux de ce vecteur sur une unité de surface, c'est le flux de Ponting qui va caractériser l'énergie en fait de notre onde électromagnétique. Bien. Alors, on va partir de l'équation de c'est Faraday ou Maxwell-Ampère. En fait, on va utiliser effectivement, Maxwell-Ampère. D'accord, et on va multiplier l'équation par J, on va multiplier l'équation par J scalaire E. On va obtenir donc, on va partir, pardon.
On part donc de cette équation-là, on va y arriver. Voilà, on va utiliser Maxwell-Goss, d'accord, et on va utiliser Maxwell-Ampère, d'accord. Donc Maxwell-Ampère, on va multiplier par E, à droite et à gauche de l'équation, donc on va avoir du E scalaire, pardon, on va avoir du nabla vectoriel B scalaire E, qui est égal à 1 sur C carré, et la dérivée partielle de E par rapport au temps scalaire E, plus mu0 J scalaire E, d'accord. Nous, on veut garder juste J scalaire E, donc on fait passer ce terme-là à gauche, et on divise tout par 1 sur mu0. D'accord? Et on obtient cette équation-là. Ok? Autrement dit, J scalaire E est égal à epsilon 0 C carré, d'accord? Donc des constantes, permittivité du vide, le carré de la célérité de la lumière. Donc E, donc le champ électrique, produit scalaire avec le produit vectoriel entre l'opérateur nabla et notre champ magnétique, moins epsilon 0, le vecteur champ électrique, scalaire, la dérivée temporelle du champ électrique par rapport au temps. Bien. Alors, on réécrit un petit peu notre équation. En fait, on va utiliser une identité vectorielle. Bon, je vous laisse me croire sur parole, sinon vous voyez, il y a effectivement des identités vectorielles qui permettent de calculer A scalaire nabla vectoriel B ou A scalaire B vectoriel C, d'accord? Et en fait, c'est A scalaire B scalaire C moins B scalaire A scalaire C. Donc en fait, il y a une identité vectorielle qui nous dit que E nabla vectoriel B, c'est égal à nabla appliqué à B vectoriel E, plus B scalaire, plus B scalaire E, c'est-à-dire plus B scalaire nabla vectoriel E, d'accord? Donc on utilise l'équation, la troisième équation de Maxwell qui nous dit que, oui, la troisième équation de Maxwell qui est l'équation d'induction, qui nous dit que nabla vectoriel E varie comme la dérivée la partielle du champ magnétique par rapport au temps, ok? Donc, le rotationnel de E, effectivement, c'est moins dB sur dt d'après Maxwell Ampère. Et donc, on peut réécrire, en fait, ce terme-là sous cette forme. On va avoir du J scalaire E qui est égal, en fait, pour ce terme-là, on va le mettre sous la forme nabla appliqué à l'opérateur bêta vectoriel E sur mu0. On va faire intervenir, en fait, le but, c'est de faire intervenir notre vecteur de Poynting qui va nous permettre de caractériser l'énergie qui part d'un volume donné ou l'énergie sortante du onde électromagnétique dans l'espace. Ok. Donc alors donc J scalaire E, ça va être nabla de B vectoriel E sur mu0, on a tout divisé par mu0, moins epsilon 0 C carré, moins ce terme-là, donc epsilon 0 C carré B scalaire, dérivée partielle de B par rapport au temps, moins epsilon 0 E, c'est ce terme-là, dérivée partielle du champ électrique par rapport au temps. Ok, ici c'est temporel. Bon, on remarque, et c'est ça tout l'intérêt effectivement de ce formalisme, c'est qu'on peut mettre le B scalaire dérivé partielle de B par rapport au temps sous la forme 1/2, c'est exactement pareil, B scalaire dB sur dt, c'est 1/2 de la dérivée partielle par rapport au temps du produit scalaire de B avec lui-même, autrement dit de B au carré. Bien, et bien c'est exactement pareil pour le produit scalaire entre le champ électrique et la dérivée partielle du champ électrique par rapport au temps. Hein, donc ça c'est un vecteur, hein, on dérive partiellement dériver partiellement le champ magnétique par rapport au temps. C'est si le champ magnétique a pour composante Bx, By, Bz, hein, c'est dérivé temporellement composante par composante. Okay, donc on a bien un vecteur ici, on fait bien le produit scalaire avec un vecteur, on obtient bien un nombre. Et ce nombre-là peut se mettre donc sous cette forme. D'accord? Donc 1/2 de la dérivée, c'est exactement pareil, de E carré par rapport au temps. Autrement dit, on en arrive en fait à la forme qui nous intéresse pour pouvoir faire un bilan d'énergie. On va avoir que donc on va regrouper donc ces deux termes-là, puisqu'en fait on va avoir une somme de deux dérivées partielles par rapport au temps. Donc l'opérateur dérivé partiel par rapport au temps étant un opérateur linéaire, on peut mettre en commun les facteurs qu'il y a à mettre en commun. Et on obtient donc que la dérivée partielle par rapport au temps de epsilon 0 sur 2 fois E au carré plus C carré B carré, plus nabla scalaire E vectoriel B sur mu0 plus J scalaire E est égal à 0. Bien. Eh bien, ce terme-là, on va considérer que c'est effectivement la variation d'énergie électrostatique, hein, puisque l'énergie électrostatique, donc c'est epsilon 0 E proportionnel à E carré. Et l'énergie magnétique étant C carré B carré, donc on a
constante C, donc d'un point de vue dimensionnel, on est bon. On va considérer une variation au cours du temps, donc la dérivée partielle par rapport au temps, de notre énergie magnétostatique. Donc ici, on aura l'énergie électrostatique de notre système, et ici, on aura l'énergie magnétostatique. Et donc, la variation au cours de temps de cette énergie magnétostatique, plus nabla scalaire, notre vecteur de Ponting, plus J scalaire E est égal à 0. Donc ça, c'est notre bilan énergétique. J scalaire E, on le considérera comme étant la puissance volumique de la force de Lorentz. Ok. La densité volumique d'énergie électromagnétique, UEM, bah, ce sera epsilon 0 fois E carré plus C carré B carré. Donc c'est notre densité volumique d'énergie électromagnétique. Donc UEM, il s'agit d'une énergie que transporte le champ électromagnétique lorsque l'onde évolue. Donc on va en arriver ensuite au concept d'onde. Mais bon, avant, il faut faire un certain nombre de passages obligés. Donc la quantité qu'il transporte, donc transporte cette énergie électromagnétique, donc est liée au flux du vecteur de Ponting, ok, qu'on a défini comme étant E vectoriel B sur mu0. On s'intéresse maintenant au terme J scalaire E, d'accord. Donc ça, c'est une équation, un bilan d'équation locale. Donc si maintenant on veut intégrer cette équation sur un volume d'étau et passer du niveau local à un niveau global, on va donc avoir que l'intégrale triple, donc l'intégrale de volume de J scalaire E, donc intégrée sur un volume donné, est égale à l'intégrale du volume. On utilise la définition du vecteur densité de courant que j'ai donné au tout début. Donc c'est égal à la somme sur alpha de toutes les charges, puisque J est créé par l'ensemble des charges en mouvement, donc QV, fois la réponse impulsionnelle, donc la distance de ces charges au point considéré, d'accord, multiplié par donc E, donc multiplié scalaire par E, D3 R. Ici, ça apparaît pas, c'est D3R, c'est une intégrale de volume. Donc, en fait, bon, l'intégrale d'un volume, on peut sortir effectivement et identifier ce qu'il y a identifié. Et donc, on va voir que c'est égal à la somme pour alpha appartenant à V, donc toutes les charges appartenant à notre volume, de V de alpha étant la vitesse de la particule alpha, Q de alpha, facteur du champ électrique créé au point de la particule alpha, plus V de alpha fois bêta, fois B, le champ magnétique en R de alpha. Donc ceci a la dimension d'une force, d'accord. Ça peut donc se mettre sous la forme somme pour alpha appartenant à V, de V, donc vecteur vitesse de la particule alpha, scalaire F de alpha. Or, le produit scalaire donc d'une force par une vitesse, c'est une puissance. Donc ça correspond d'un point de vue dimensionnel, effectivement, à une puissance, d'accord. Autrement dit, on a bien l'équation locale de la conservation de l'énergie qui lie la puissance dissipée au flux de la densité électromagnétique, donc du vecteur, au flux, au flux du vecteur de la densité électromagnétique, d'accord, qui est lié donc effectivement à la variation donc d'énergie à la fois électrostatique et magnétostatique de notre système. Donc il y a bien conservation de l'énergie dans notre système. Maintenant, potentiel et choix de jauge. Ok. Alors, le simple fait que le champ magnétique dérive d'un potentiel vectoriel, oui, effectivement, comme on a que B est un flux conservatif d'après la deuxième loi de Newton, on sait que la divergence de n'importe quel rotationnel, c'est une formule d'analyse vectorielle, hein, lorsqu'on prend un rotationnel, on en calcule la divergence, c'est égal à 0. Autrement dit, B dérive d'un potentiel rotationnel. C'est ce que j'ai écrit ici. B de R et de A va être égal à nabla vectoriel A. Autrement dit, souvent, pour déterminer le champ magnétique, on déterminera le potentiel A vectoriel duquel découle notre champ magnétique. C'est à peu près, c'est la même chose pour en fait notre champ. C'est moins grade 2 ça. Bon, c'est pas notre champ électrique dérive d'un potentiel scalaire, d'accord. Là, c'est pas dérivée temporelle, c'est dérivée spatiale. C'est E est égal à moins grade de V. Donc ici, on a le gradient de notre potentiel qui. Il faut enlever le dt là. Ok. Bon, vous l'aurez remarqué. Moins la dérivée temporelle du vecteur champ A qui est lié donc à notre champ magnétique par B est égal à nabla vectoriel A sur dt. Bon, ici, c'est la dérivée de qui par rapport à R, hein, par rapport aux composantes spatiales, puisque E est égal à moins grade d'un potentiel. En fait, le choix de jauge nous permet de dire que, en fait, quand on a trouvé un potentiel, on en a trouvé une infinité.
le choix de la jauge de Lorentz, on va en voir tout l'intérêt maintenant, c'est de pouvoir effectivement simplifier les équations et trouver de manière plus simple, je dirais, nos potentiels champs magnétiques et champs électriques. Alors, on va introduire l'opérateur d'Alembertien. J'expliquerai dans certains exercices par la suite probablement comment on le retrouve quand on cherche l'équation de propagation de E et de B. Mais bon, on va dire pour l'instant que notre opérateur d'Alembertien, noté carré, c'est égal au Laplacien, hein, moins 1 sur c carré, la dérivée seconde par rapport au temps. Le Laplacien, vous le savez, c'est un nabla, scalaire nabla, c'est en fait l'opérateur gradient, scalaire le gradient. Autrement dit, le Laplacien d'un vecteur, c'est le vecteur qui a pour composante les dérivées secondes temporelles, d'accord? Donc dérivée seconde par rapport à dx2, dérivée seconde par rapport à dy2, puis dérivée seconde par rapport à dz2, ok? Donc de tout ceci, en introduisant effectivement cet opérateur d'Alembertien, on va avoir les équations suivantes. On a que le d'Alembertien du potentiel V, d'accord, est égal à moins 1 sur epsilon 0, delta de R de t, moins la dérivée partielle par rapport au temps, de nabla scalaire A, le champ dont découle le champ magnétique, plus 1 sur c carré, la dérivée partielle du potentiel V, dont découle le champ électrique par rapport au temps. Et on aura également que le d'Alembertien de notre champ A, je vous rappelle que donc A est lié à B, car de la manière suivante, B égale ρ de A est égal à moins mu0J, donc J est la densité volumique de courant de nos charges en mouvement, plus nabla scalaire, donc nabla scalaire A, plus 1 sur C2, la dérivée partielle de V par rapport au temps. Or, on sait que la divergence de E est égale à la densité volumique de charge sur epsilon 0, d'accord? Donc, ce sera égal à, si on utilise effectivement ce terme-là, à l'opposé de nabla scalaire nabla, appliqué au potentiel V, d'accord? Mais nabla scalaire nabla, c'est le Laplacien, moins la dérivée partielle par rapport au temps de nabla scalaire A, ok? Autrement dit, on aura l'équation de Poisson, ce qui est connu, je crois. C'est une équation de Poisson qui permet de retrouver les potentiels. Le Laplacien de V, donc, qui sera égal à moins 1 sur C2, la dérivée seconde de V sur dt2, est égal à moins ρ sur epsilon 0, moins la dérivée partielle par rapport au temps de nabla scalaire A, où ce terme-là étant égal à moins 1 sur C2, d2V sur dt2. On en déduit donc l'équation de Poisson. Le Laplacien de V moins 1 sur C carré d2V sur dt2 est égal à ρ sur epsilon 0 moins la dérivée partielle par rapport au temps de nabla scalaire A moins 1 sur C2, la dérivée seconde par rapport au temps du potentiel V. Okay. La jauge de Coulomb. Alors, la jauge de Coulomb sera telle que le champ A va satisfaire à l'équation divergence de A est égale à 0. On en déduit, on retrouve l'équation de Poisson connue sous la forme Laplacien de V est égal à moins ρ sur epsilon 0. D'accord? L'équation de Poisson qui permet de calculer le potentiel électrostatique et donc le champ magnétique, puisque E est lié au potentiel électrostatique comme E, le champ E est égal à l'opposé du gradient de V. Alors effectivement, on a les simplifications suivantes. Laplacien de V moins 1 sur C2 d2U sur dt2 est égal à moins ρ sur l'epsilon 0 moins la dérivée par rapport au temps de nabla scalaire A moins 1 sur C2 d2U sur dt2. On a cette simplification qui se fait. Alors la jauge de Lorentz, c'est la jauge qui va nous intéresser, je dirais, par la suite dans tous les calculs. Donc c'est la suivante. En fait, c'est une équation qui va lier le potentiel scalaire V du champ électrique au potentiel vectoriel A du champ magnétique. Et c'est la suivante. Nabla scalaire A plus 1 sur C2, la dérivée partielle de V par rapport au temps, est égal à 0. En jauge de Lorentz, on va avoir les équations suivantes, en fait, qui nous lient en fait les potentiels respectivement scalaires et magnétiques à travers l'ordre d'Alembertien et au travers les densités volumiques de charge. Alors, effectivement, le champ électrique étant créé par une densité volumique de charge statique, donc de charge non pas en mouvement, et étant lié au potentiel scalaire V, comme E est égal à moins grade de V, on aura le d'Alembertien du potentiel V qui est égal à l'opposé de ρ, la densité volumique de charge, sur epsilon 0. Okay, et on aura que le d'Alembertien de A, vectoriellement, est égal à moins mu0, donc perméabilité du vide, multiplié par la densité volumique de charge en mouvement. D'accord, c'est très cohérent du point de vue dimensionnel et du point de vue des charges. Donc, parce que là, effectivement, on a les charges fixes, un potentiel scalaire fixe qui va créer un champ magnétique, un champ électrique, pardon, E, comme étant moins grade de V, et ici on a un champ vectoriel, A,
qui est lié au champ magnétique comme rotationnel de A est égal à B, qui est lié effectivement à une densité volumique de charge, donc des charges en mouvement. Alors la notion d'onde libre. Donc on considère que des ondes vont être libres si elles n'ont aucune interaction avec quoi que ce soit. On va considérer que la densité volumique de charge est égale à 0 et la densité volumique de courant est égale à 0. Donc on va s'intéresser à la manière dont le champ E et B se propagent. Ben, tout simplement, en fait, on va utiliser donc les équations de Maxwell. Bon, la divergence de E est égale à 0, la divergence de B est égale à 0, et nabla scalaire E est égal à moins dB sur dt. Bon, ben, écoutez, on va simplement utiliser, on va faire l'opération du rotationnel. On va prendre le rotationnel du rotationnel de B, qui est égal, formule d'analyse vectorielle, je ne l'ai pas détaillé ici, mais bon, il faut le connaître. Savoir c'est le gradient de la divergence moins le Laplacien. Alors le gradient de la divergence, alors nabla vectoriel B, donc c'est le rotationnel du champ B, c'est égal au gradient de la divergence de B moins le Laplacien de B. Le gradient de la divergence de B, ben, la divergence de B c'est nabla scalaire B c'est 0, donc le gradient de 0 ça reste 0, moins le Laplacien de B. Donc ceci va être égal à moins le Laplacien de B. Le Laplacien de B, il est donné par nabla scalaire nabla B. Autrement dit, pour avoir calculé le Laplacien de B, on utilise la dernière équation de Maxwell-Ampère et on obtient que l'opposé du Laplacien de B est égal à moins 1 sur c carré d 2b sur dt2. Ok. Voilà. Bon, après, je ne l'ai pas détaillé, mais je la détaillerai très probablement dans des exercices. La jauge de Lorentz donc, nous donne toutes ces équations très simplifiées. Le D'Alembertien du potentiel scalaire est nul. Le D'Alembertien du potentiel vectoriel A lié au champ magnétique est nul. Le D'Alembertien du champ magnétique et du champ électrique est nul. On en déduit que le D'Alembertien de phi, qui est phi étant notre onde libre, doit être égal à 0. Donc on va chercher une solution à cette équation. Donc le D'Alembertien de phi, phi étant une onde qui se propage au cours des temps dans l'espace, donc phi dépend donc des coordonnées spatiales et temporelles. Donc on doit chercher une onde qui correspond à ce type de solution. On va chercher différentes ondes, donc je vais les énoncer. On va avoir les ondes planes, les ondes sphériques et les ondes monochromatiques. On va chercher pour chacune de ces typologies d'ondes une forme de solution donnée à cette équation donc de D'Alembert auquel doit répondre notre onde. Il faut que le D'Alembertien de phi, de r et de t soit égal à 0. Alors on va chercher une solution d'onde plane. Donc effectivement, les solutions d'onde plane sont des solutions qui ne sont pas très physiques. Hein. Donc on va chercher une solution de la forme phi de r scalaire s à un instant t. R scalaire s va nous définir un plan donc qui est perpendiculaire à s par construction même du produit scalaire. Et on aura donc une solution phi de r scalaire s de t qui pourra se mettre sur la superposition de deux ondes libres, une phi 1 de r scalaire s moins ct et l'autre plus phi 2 de r scalaire s. Je pense que c'est plus ct là. Bon, pas grave. Alors phi à un temps t donné sera tel que le produit scalaire de r et de s, r en fait c'est la distance à l'onde, hein, de la distance au point de propagation de la source, ok. Et S, c'est la surface, je dirais, de notre onde. Moins Ct est constant, donc ça va définir un plan à l'instant t donné, un plan à un instant t donné pour ce produit scalaire. Et notre onde phi à un instant ultérieur infinitésimal t plus dt va donc nous donner une égalité qui sera z plus c delta t, qui sera un petit z, plus moins, pardon, c en fait de t plus delta t, autrement dit moins ct plus c delta t égale constant. Le plan se déplace ainsi à une vitesse c, d'accord, dans la direction de s, ou bien dans une vitesse c dans la direction de moins s pour phi 2. Bon, c'est pour ça qu'ici, en fait, c'est un plus, ok. Donc c'est r scalaire s, c'est dans la direction du plan perpendiculaire à l'onde, et de l'autre, c'est dans la direction opposée. Ok. Alors maintenant, ondes sphériques. Alors on va chercher des ondes sphériques phi de RT qui satisfont à notre solution d'Alembertien de phi qui est égal à 0. Ok. Donc on va chercher des solutions phi de RT, donc des solutions en ondes sphériques où R est constant, donc le plan d'onde est constant à un instant t donné. Donc phi de RT, on va la chercher sous la forme 1 sur R, phi 1 de R moins CT, plus 1 sur R, phi 2 de R plus CT. Donc, on peut avoir soit une onde sphérique qui diverge, soit une onde sphérique qui converge.
supposons que phi1, donc phi1 est une onde sphérique, donc on peut avoir effectivement une superposition de deux ondes, une convergente, une divergente. Qu'est-ce qu'on entend par divergente et par convergente? Alors, phi1, onde sphérique qui diverge. C'est-à-dire qu'à l'instant t, en fait, elle va se trouver au plan d'onde R, et à l'instant t plus dt à R plus dr. Donc dr sera donné par cdt, delta t. Donc cdr, c'est l'intervalle, je dirais, d'espace qui a été parcouru par notre onde pendant l'intervalle de temps delta t, sachant que notre onde se déplace à la vitesse de la lumière. Okay, donc c'est par exemple le cas typique de l'onde qui est émise par une étoile. D'accord, lorsqu'on voit effectivement la nuit des étoiles, en fait ces étoiles émettent des ondes sphériques électromagnétiques qui divergent. Phi2 peut être une onde sphérique convergente. Qu'est-ce qu'une onde sphérique convergente? Tout simplement, à l'instant t, elle sera dans le plan R, et à l'instant t plus dt, elle sera en R moins delta R. Donc, c'est-à-dire, on se sera rapproché en fait de la source. Donc, elle se sera rapprochée de delta R qui est égal à C delta t. Donc, pendant le temps infinitésimal delta t, elle aura parcouru delta R à la vitesse C. Donc effectivement, le fait que l'onde soit en 1 sur R, ça veut dire qu'elle a effectivement une surface finie, puisque à l'infini, 1 sur R, ça tend vers 0. Donc on peut calculer également son énergie. L'énergie de l'onde doit être constante durant sa propagation. Ici, la surface de l'onde va augmenter comme R carré, donc son amplitude comme la racine de R carré. Donc on normalise tout ça par 1 sur R pour compenser l'augmentation de surface. Enfin, en fait, on va s'intéresser aux ondes monochromatiques, qui sont celles qui vont intervenir dans notre cours de base sur l'électromagnétisme, et celles auxquelles on va s'intéresser par la suite. Alors, des solutions donc à cette équation donc du d'Alampertien de phi est égal à 0 peuvent être cherchées parmi des ondes monochromatiques. Donc monochromatique, donc qui dit monochromatique d'une pulsation, on va le voir, une fréquence. Et donc, ce sera des solutions de la forme phi de R et de T sera égale à la partie réelle d'une onde monochromatique exprimée en amplitude complexe. Ici, on ne fixe pas de dépendance spatiale, on impose une contrainte sur le temps. Et on aura donc phi monochromatique de R, donc la position d'espace et de temps, qui se mettra sous la forme phi indice de oméga, parce que cela va dépendre clairement de la pulsation de l'onde, l'amplitude de notre onde monochromatique, de R fois une exponentielle moins i oméga t, d'accord? Donc imaginons que phi est complexe, pour retrouver l'onde monochromatique, on prend la partie réelle de l'exponentielle moins i oméga t, c'est donc un cosinus oméga t, c'est donc une onde sinusoïdale. Dans ce cas-là, dans le cas où phi ne dépend pas de oméga, et phi n'est pas complexe, mais phi est réel, phi oméga. En fait, le d'Alembertien de phi est égal à 0, hein, donc on doit vérifier, je le remonte parce que c'est quand même important, cette équation. Le d'Alembertien de phi est égal à 0, ben on va le calculer. On sait que le d'Alembertien, c'est le Laplacien moins 1 sur c carré, la dérivée seconde par rapport au temps. Bon, j'ai sauté un peu les calculs, c'est vrai. Si je dérive une fois par rapport au temps cette onde, la partie de l'amplitude ne dépend pas du temps. En dérivant ça par rapport au temps, il nous sort du moins i oméga. Je le dérive une deuxième fois par rapport au temps, il nous sort du moins i oméga fois du moins i oméga, autrement dit du i oméga au carré, donc du moins oméga carré. Bien. Or, on doit avoir que le Laplacien de phi, autrement dit le Laplacien de psi de oméga de r, de l'amplitude, donc moins 1 sur c carré, donc moins 1 sur c carré fois la dérivée seconde par rapport au temps dont je ne l'ai pas détaillé là, je n'ai pas écrit mais je vous l'ai dit oralement. Donc on obtient que c'était plus oméga carré c carré psi de oméga de r est égal à 0. Autrement dit, pour une onde plane monochromatique, pour une onde monochromatique, d'accord, exprimée sous cette forme-là, cette onde va satisfaire au d'Alembertien de phi est égal à 0, autrement dit, elle va pouvoir se propager dans le milieu, puisque dire que le d'Alembertien de phi est égal à 0, c'est imposer une contrainte de propagation pour notre onde, ok? Et donc elle devra vérifier cette équation de propagation. C'est pas une équation de propagation, c'est une équation qui peut être considérée comme une équation de propagation à terme, mais c'est l'équation qui lie donc la variation des coordonnées spatiales de psi plus un facteur qu'on verra que c'est le facteur d'onde, le vecteur d'onde k est égal à oméga sur c, fois notre onde qui est égale à 0. Donc les ondes monochromatiques sont solutions de cette équation, les ondes planes et les ondes sphériques sont des solutions possibles. Donc de ceci, on va dire qu'on va pouvoir effectivement avoir une onde qui se propage si elle est de la forme, si oméga de r va être de la forme alpha de k exponentielle ik scalaire r,
où K vérifie la relation de dispersion, ça c'est une relation de dispersion qui est le vecteur de l'onde, K carré, donc je vous rappelle c'est 2pi sur lambda, je crois que je vais l'expliciter par la suite pour les ondes planes, à la pulsation propre de notre onde monochromatique divisée par le carré de la célérité de la lumière. Ok ? En fait, on peut la mettre sous une superposition de deux ondes planes monochromatiques, l'une qui se propage dans la direction des K croissants, hein, de notre vecteur d'Ankov croissant, donc c'est le moins K scalaire R, et l'autre qui se propage dans la direction opposée, on a du plus K scalaire R, ok. Autrement dit, elle se met sous la forme donc psi de R et de T, alpha de K, exponentielle moins I oméga T moins K scalaire R, plus alpha de moins K, exponentielle moins I oméga T plus K scalaire R, ok. Alors, un concept aussi très important, donc dans ce cours d'introduction de base de l'électromagnétisme qui donnera lieu par la suite à de nombreux, je pense, exercices. On va définir la vitesse de groupe, d'accord, et la vitesse de phase. Donc la vitesse de groupe, donc correspond à la propagation d'une impulsion donc lumineuse. Donc c'est la vitesse de déplacement d'un plan d'une sphère de phase constant. À oméga sur, on l'a défini comme étant égal au rapport de oméga sur K. C'est la vitesse de phase V phi. Donc V phi est égal à oméga sur K par définition. Ici, on peut avoir alpha K qui varie en fonction de K. On voit que par exemple, on va avoir des ondes qui sont centrées autour d'une pulsation oméga, et on peut avoir une dispersion autour de la moyenne, qu'on va appeler la largeur de bande, de la largeur de fréquence de notre onde. Autour de oméga, d'accord? Donc pour un K, un vecteur d'onde donné K, on va avoir un alpha de K donné, ok, ici. Donc ça correspondra à une impulsion lumineuse, donc qui n'est pas monochromatique, hein, puisqu'il n'y a pas une fréquence, mais il y a une infinité de fréquences et une continuité fréquentielle, avec effectivement au-delà d'une certaine fréquence on n'aura pas, mais on a une bande fréquentielle, d'accord? Une bande, oui, fréquentielle, bon, on parle en impulsion, mais oméga, c'est depuis lié à la fréquence via un facteur de pi, donc, mais centré sur oméga 0. Donc, nous, on cherche une solution de la forme psi de z et de t est égale à exponentielle moins i oméga t moins kz. Donc, psi de z et de t va être égal à exponentielle moins i oméga t moins kz pour une onde monochromatique. Ici, donc, on considère une superposition d'ondes planes monochromatiques. Donc, on pourra mettre notre onde de psi de z et de t comme étant une intégrale. Bon, j'ai pris l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, mais ici, elle varie entre K0 moins K0 et l'écart tique, et K0 plus K0 et l'écart type, hein, d'accord? Donc de alpha k exponentielle moins i oméga t moins kz dk, puisqu'on intègre par rapport à dk la variable d'intégration, la variation du vecteur d'onde. Donc pour une largeur de bande L finie, donc faible, on peut faire effectivement un développement limité au premier ordre et dire que oméga de k, donc la pulsation en fonction du vecteur d'onde k, est égal à oméga 0 plus d oméga sur dk en 0 de k fois k moins k0. D'accord? On fait un développement limité au premier ordre. Si la largeur de bande augmente, autrement dit, si donc on a un étalement fréquentiel, un étalement en impulsion, en pulsation assez important de notre largeur de bande, ok? Donc on va prendre à ce moment-là un développement limité d'ordre supérieur et on obtiendra donc une solution possible en onde monochromatique, donc qui peut se propager, qui correspond à l'équation de propagation, le D'Alembertien de phi est égal à 0, qui est nécessaire pour qu'en jauge de Lorentz on puisse obtenir des ondes électromagnétiques qui se propagent. Ça va se mettre sous la forme psi de z et de t est égal à exponentielle moins i oméga t moins k0z. Ceci étant de module 1, puisque le module d'une exponentielle complexe est toujours 1, donc il n'y a pas d'énergie dans ce terme, ok, multiplié par l'intégrale sur R, mais bon, c'est l'intégrale en fait sur une certaine largeur de bande, de alpha k exponentielle moins i k moins k0 fois z moins d oméga sur dk t dk, ok. Et en fait, ce terme-là, psi de z moins d oméga sur dk en 0 centré autour d'une certaine fréquence, fois t, ça va correspondre à l'énergie lumineuse de notre onde, ok? Qui va se déplacer à quelle vitesse? À la vitesse de groupe d oméga sur dk. Autrement dit, la vitesse de phase, c'est oméga sur k, et la vitesse de groupe, c'est la variation, nous donne la variation en fait fréquentielle en fonction de la variation d'onde. Attention, donc pour un milieu isotrope, on a effectivement que la vitesse de groupe est parallèle à la vitesse de phase qui est parallèle au vecteur d'onde. Bon, il y a beaucoup de milieux non isotropes, on fera des exercices, je pense, sur des milieux anisotropes, voilà, mais dans les milieux anisotropes, c'est pas forcément vrai.
voilà, j'ai explicité ici effectivement notre onde hein, qui varie suivant une certaine gamme de fréquences, qui est la superposition de différentes ondes monochromatiques, hein, d'où ce schéma. Et j'ai explicité ici la vitesse de groupe, qui est, bon, en fait, je n'ai pas bien fait, mais c'est la dérivée, si on se place à ce point-là, la dérivée de d oméga par rapport de dk, de d oméga par rapport à k, et tandis que la vitesse de phase, elle, va être oméga sur k. Okay. Alors, fonction de Green, propagation d'une impulsion électromagnétique. Donc on va chercher une solution maintenant à notre équation de propagation de notre onde phi de cette forme. Donc on sait que le Laplacien de phi de r et de t doit être égal à moins s de r et de t, s étant notre source, d'accord, d'énergie électromagnétique. Donc écrire ceci, c'est équivalent à écrire les équations des potentiels à droite scalaire et vectoriel. Donc pour le champ électrique, E, donc le d'Alembertien du potentiel scalaire V de R et de T va être égal à l'opposé de la densité volumique de charge sur la permittivité du vide, epsilon 0. Et pour notre potentiel donc vectoriel A, dont va découler le champ magnétique B à travers rotationnel de A égale B, rotationnel de B égale, oui, rotationnel de B égale A, pardon. Le d'Alembertien de A de R et de T va être égal à moins mu0 multiplié par la densité volumique de courant. Ok, ce qui est cohérent. Donc V potentiel scalaire, A potentiel vecteur et le d'Alembertien, l'opérateur d'Alembertien. Donc pour simplifier le problème, on va partir d'une solution particulière impulsionnelle, et on va considérer que on a l'équation suivante qui nous lie, donc G étant l'un des potentiels, ou soit scalaire, soit vecteur, d'accord, indifféremment. Le d'Alembertien de G, de R et de T va se mettre sous la forme moins delta de R, delta de T. Donc autrement dit, une source ponctuelle n'existant qu'en R égale 0 et en T égale 0. Ok ? Une source ponctuelle de nature impulsionnelle. Donc on va décomposer l'expression de la source en éléments de volume infinitésimaux. Alors chaque élément de volume va devenir une source ponctuelle, c'est une approximation. Donc effectivement on peut décrire un problème comme une superposition de sources ponctuelles. La source ponctuelle émet une onde sphérique, bon ça va être le cas par exemple le soleil peut se modéliser comme ça. Hein. Le soleil, donc on va considérer sur la Terre qu'il émet une onde sphérique divergente se déplaçant à la vitesse v, à la vitesse c. Alors à l'instant t égale 0, donc r est égal 0, effectivement, notre réponse impulsionnelle n'est pas encore partie de la source, ou elle part de la source à l'instant t, elle a parcouru la distance r, qui est égale au produit, donc sa vitesse, par le temps considéré. Et on aura donc une fonction de Green qui sera solution de notre d'Alembertien de Green est égal à ce type-là, donc qui se mettra, donc ça c'est de la mathématique, mais bon, retenez qu'elle va se mettre sous la forme delta de t moins r sur c. R sur c c'est le temps de propagation que met la source pour se déplacer à la distance à la distance r, puisque la propagation n'est pas instantanée, on le verra à peu près après par la suite dans la propagation dans le chapitre sur le rayonnement qui vient à la fin, je pense, de cette vidéo. Je pense que j'aurai le temps de le traiter. Donc G de R et de T qui se met sous la forme delta de T moins R sur C sur R multiplié par une constante fois H de R. Donc si effectivement on injecte une solution de cette forme dans notre d'Alembertien de G, on va obtenir donc l'égalité et donc une source, un champ scalaire pour V. On va dériver le champ électrique, ou un champ vectoriel pour A, on va dériver le champ magnétique B, qui se met sous cette forme, et solution de notre équation de propagation qui découle des équations de Maxwell, d'Alembertien de phi est égal à 0. Donc la constante est à calculer, est à déterminer à l'aide du d'Alembertien de delta de t moins r sur c sur r. Donc bon. Je vous épargne le calcul, donc vous calculez le d'Alembertien de cet objet mathématique qui correspond à effectivement à quelque chose de physique, à une réponse impulsionnelle, à une modélisation physique d'une source ponctuelle émettrice de champs électromagnétiques.
les solutions physiques existantes pour R strictement positif, on obtient que notre constante ici va être égale à 1 sur 4 pi epsilon, 1 sur 4 pi. Autrement dit, une solution à notre problème pour un potentiel. Donc un potentiel G, donc je vous rappelle, le potentiel G, ça peut être le potentiel scalaire V dont dérive le champ électrique E, puisque E égale moins le grade de V, ou G peut représenter aussi bien notre potentiel vectoriel A, d'accord, à travers son module. Donc si G de R et de T se met sous cette forme, 1 sur 4 pi delta de T moins R sur C sur R, on aura bien l'équation du D'Alembertien, cette équation-là qui sera vérifiée, et donc des sources ponctuelles, impulsionnelles, dont les potentiels scalaires et vectoriels se mettent sous cette forme, peuvent être considérés comme des solutions existantes d'un point de vue physique de ces sources. Ok ? Alors maintenant, on en arrive aux équations des potentiels. Retardées. Alors on va voir retardé parce que ça fait intervenir effectivement un temps de propagation. Alors, on considère notre source, que j'ai appelée S de R et de T, qui va être une fonction de 4 variables. Effectivement, S de R de T, c'est une fonction de 4 variables. Tout d'abord, la variable R1 qui représente en fait la taille de notre source, le temps T1 que met à la propagation, S de R1 T1 et de T1, de R1 et de R. Bon. On peut décrire effectivement notre source de cette façon. Alors, quel est le sens physique associé à tout cela? Alors, on va considérer l'espace de quelle manière? On va considérer l'espace comme étant un élément de volume, donc D3R, hein, pour dire qu'on l'intègre sur les 3 variables de coordonnées spatiales. Donc cette notation D3R1, c'est une notation qui est indépendante du système de coordonnées, hein, qu'on travaille en polaire, en sphérique, en cartésienne. Bon, voilà. On a un système de coordonnées, donc D3R1 et R1. Dans ce volume, on va trouver une quantité de source S de R1. Voilà. C'est la manière dont on va modéliser l'espace. Donc là, notre source, ça peut être soit une source, une densité volumique de charge, d'accord, qui va être à l'origine d'un champ électrique, ou notre source peut, peut représenter J, une densité de courant. Et à ce moment-là, notre source engendrera potentiellement un champ magnétique, d'accord. Donc on peut avoir ou l'un ou l'autre. Bien. Donc on peut décomposer une source, par exemple le soleil est donc une source, en sources élémentaires de volume D3R. Donc on va pouvoir décrire n'importe quelle source comme une somme, hein, ça serait une somme continue, hein, une intégrale, de sources élémentaires. En ce qui concerne le domaine temporel, de la même manière, on peut décomposer l'évolution temporelle de la source comme une somme d'états par élément de temps, dt, lors de l'évolution du système. Ok ? Autrement dit, S, notre source donc va à l'instant donné t pour une distance r à distance r, on va pouvoir on va superposer en fait un ensemble de sources impulsionnelles et ponctuelles que l'on va intégrer, et ça va représenter en fait la réponse de notre source. Donc la solution pour phi de r et de t peut être exprimée comme une superposition de S de R et de T. Donc phi va être linéaire avec la source, et on pourra mettre phi sous cette forme, phi de R et de T, donc ça sera donc l'intégrale triple sur les 4 potentiels de notre source, donc d'un D3 R1. R1 c'est ce que représente la dimension de notre source en fait, hein. DT1, donc S de R1 T1, donc c'est effectivement la dimension de notre source, et le temps que met l'onde électromagnétique à se propager au-delà des dimensions de notre source, multiplié par une certaine distance qui va être fonction de t moins t1, autrement dit l'intervalle de temps de propagation de notre source, auquel on va soustraire la distance r moins r1 sur 2, divisé, alors là il y a un facteur c qui manque, parce que c'est le temps de propagation que met la source pour arriver à notre point d'espace, divisé par 4pi, la constante que l'on avait déterminée précédemment, qui est déterminée par l'équation donc du D'Alembertien. Donc, et phi varie en inverse de r, en 1 sur r, d'accord. Donc j'ai mis r moins r1 pour étant considéré que c'est la distance en fait qui sépare notre source d'une position dans l'espace, d'accord. Et donc on peut mettre que notre onde perçue à la distance r, donc r est un vecteur
pour représenter une coordonnée d'espace, n'importe quel point dans l'espace et du temps, comme étant l'intégrale triple des D3 R1, puisque c'est une intégrale de volume, de toutes nos sources ponctuelles, qui sont donc modélisées comme nos sources. Donc on fait une intégrale sur R1, R1 c'est une variable d'intégration, on intègre sur toutes nos sources ponctuelles en fait, dont la dimension caractéristique est R1, à quel instant? À un instant T, qui est l'instant que l'on considère, auquel on retranche un temps, puisque R sur R1, c'est pas 2, c'est R moins R1 sur C, en fait, c'est effectivement un temps, c'est homogène, une distance divisée par une vitesse, la vitesse C, qui est la vitesse de propagation, en fait, de notre source, de notre signal lumineux. Donc, on retranche le temps de propagation de notre signal lumineux pour arriver, par exemple, sur la Terre, si on considère le Soleil, si on considère une étoile, ok, comme émettant des ondes électromagnétiques multipliées par notre facteur 1 sur 4pi, et tout cela décroît en 1 sur R, ok. Donc, je rappelle ici que nos potentiels scalaires et vectoriels à l'origine des champs respectivement électriques à travers E égale moins grade de V et magnétiques à travers le rotationnel de A est égal à B. Donc, en ce sens que E dérive d'un potentiel scalaire et B dérive d'un potentiel vectoriel. Un potentiel scalaire pour le champ électrique à travers un gradient, un potentiel vectoriel pour le champ magnétique à travers un rotationnel de A. On a donc nos deux équations qui sont le Laplacien, pardon, le D'Alembertien du potentiel scalaire V, c'est l'opposé de la densité volumique de charge sur la perméabilité du vide, et le D'Alembertien du champ scalaire A est égal à moins l'opposé de la permittivité du magnétique du vide, moins mu0 multiplié par J, J étant la densité volumique de charge de notre système, d'accord? Donc si on a S, si à S on associe, donc si à S il y a notre source, on associe effectivement une densité volumique de charge, donc rho sur epsilon 0, on va donc avoir les expressions respectives de nos potentiels, et d'ailleurs très souvent dans les exercices d'électromagnétisme, ils se calculent partant de cette équation, de cette intégrale triple de volume. Donc on va pouvoir déterminer notre potentiel scalaire et donc ensuite notre champ électrique. De quelle manière? Donc V de R et de T donc sera égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 multiplié par l'intégrale triple de volume de D3R1 de la densité volumique de charge qui a été émise donc en R1, R1 étant la dimension de notre source, d'accord, c'est une distance caractéristique de notre source. Ça peut être par exemple le rayon du soleil, hein, si on considère la source le soleil, bon, mais là on intègre sur tout le soleil, donc c'est-à-dire sur toutes les sources de la surface du soleil, pour imaginer à quel instant le potentiel scalaire, en fait, il est reçu en R à l'instant T auquel on a soustrait le temps de propagation que met effectivement notre source électromagnétique, d'accord? Ce temps de propagation étant égal à la distance qui nous sépare de la source, autrement dit R moins R1, R étant la distance auquel on considère le potentiel scalaire, et R1 étant la distance caractéristique de la source. Donc on fait la différence entre R moins R1 si vous considérez le Soleil et que vous considérez un être humain sur la Terre qui reçoit une onde électromagnétique du Soleil. Et ben R1 ça va être le rayon du Soleil, en fait ça va être l'ensemble des éléments du Soleil puisqu'on va intégrer sur l'ensemble de tous les R1 du Soleil. D'accord, donc on aura ici le module de R moins R1, donc qui correspondra à la distance Terre-Soleil, plus ou moins intégrée sur tous les éléments du Soleil qui émettent de la lumière. Bon, c'est un formalisme qui a du sens d'un point de vue physique, hein, ok. Et on considère ce potentiel variant en 1 sur R, ok. Donc il décroît en 1 sur R, hein, ok. Donc ce potentiel il n'est pas infini, il a on va dire une limite, hein, ok. Si par contre, à notre source R, S, par contre, on va pas associer des charges ponctuelles, mais on va associer des charges en mouvement, on va donc considérer donc la densité volumique de courant J à travers donc mu0J, hein, puisqu'on reste dimensionné. On va avoir donc effectivement qu'on va pouvoir exprimer notre potentiel vectoriel A, et donc à travers A, on pourra remonter au champ magnétique B, puisque le rotationnel de A, c'est B. Donc A de R et de T sera égal à, c'est la formule de Biot et Savart hein, pour l'inductance, mais généralisée, hein, faisant intervenir ce qu'on appelle les potentiels retardés qui sont exprimés ici. Donc c'est égal à mu0 sur 4pi.
l'intégrale triple, puisqu'on intègre sur tout le volume de notre source, D3R. Donc je rappelle encore une fois, R1 c'est la distance caractéristique de la source. Si notre source en fait c'est une sphère et on émet à chaque point de la source, on va intégrer sur l'ensemble des points de la source émettrice. D'accord? Multiplié par quoi? Multiplié par donc la vecteur densité de courant de charge qui se trouve effectivement donc en R1 hein, pour une source ponctuelle R1, on intègre sur toute la surface du Soleil et qui a été émise puisque donc il est reçu à l'instant T, mais il est émis à un instant antérieur. À quel instant cette charge est émise? Elle est émise à l'instant T moins le temps caractéristique de propagation de notre source, d'accord, pour arriver à l'observateur. Autrement dit, c'est T moins ce temps caractéristique de propagation qui est égal à la distance effectivement qui nous sépare de la source, donc R moins R1, on considère, d'accord, divisé par la vitesse de propagation de l'onde qui est la vitesse de la lumière. Hein, donc c'est bien homogène à un temps, et c'est de là que découle l'expression des potentiels retardés, car effectivement la propagation d'une onde n'est pas instantanée. La lumière même se propage à une vitesse qui est 300 000 km à la seconde. Donc il y a un temps de propagation, c'est ce temps de propagation donc des potentiels retardés qui est exprimé à travers ceci. Bien évidemment, on a une variation de ce potentiel en A sur R. Ok ? Oui, voilà. Donc là, j'ai pris l'exemple très connu en électrostatique, D3V qui est égal à ρ fois D3R sur 1 sur 4 pi epsilon 0, qui permet de remonter au champ électrique. Bon, voilà, ça c'est une... Donc on a en fait généralisé un peu des équations qui sont connues dans des cours de niveau antérieur, on va dire. D'où donc la densité volumique de charge, si on l'exprime comme ceci, en R1, donc en un point de la source, puisque R1 c'est le vecteur qui décrit en fait l'espace de la source, à l'instant t moins tau, d'accord, D3 de R1 c'est la charge, où R moins R1 en module, donc c'est la distance à la charge, et tau qui est égal au module de R moins R1, autrement dit la distance à la charge divisée par la vitesse de la lumière, qui correspond donc à un décalage temporel, et c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure, que là j'ai vraiment formalisé d'un point de vue écriture, c'est le temps de trajet de l'onde, donc qui est émise en R1 pour arriver en R, donc le temps de trajet de l'onde entre R1 et R. Donc c'est un temps de propagation. C'est ça qui est fondamental dans le rayonnement et dans la prise en compte donc, de ces potentiels retardés dans les équations. On verra par la suite, je pense, dans des exercices d'application. Je ferai des vidéos d'application là-dessus. Donc notre champ magnétique B est égal à nabla vectoriel A, donc rotationnel de A. Notre champ électrique E donc dérive du potentiel scalaire V et donc on utilise la jauge de Lorentz. Donc c'est moins le gradient de V moins la dérivée temporelle du champ A. Donc en général, A suffit, puisqu'on pour calculer B est égal à nabla vectoriel A, est égal donc au rotationnel de A, et on en déduit le champ électrique à travers cette équation, donc on la dérivée partielle du champ électrique par rapport au temps égale à C carré, nabla vectoriel B moins mu 0J. Autrement dit, si vous avez calculé le champ A, vous en déduisez B, vous injectez dans cette équation, vous savez, vous connaissez la dérivée temporelle du champ électrique par rapport au temps, puis vous intégrez ensuite par rapport au temps sur l'ensemble des composantes de Après, voilà, il peut y avoir des complications en fonction du système de coordonnées que vous utilisez, mais ça, je pense qu'on pourra le voir dans des exercices d'application. Alors, grandeur rayonnement, donc source ponctuelle, source d'extension finie et développement multipolaire. Donc, succinctement, ce qu'il y a à savoir. Alors, en termes de dimension spatiale, il y a à connaître donc la distance à la source, qui est modélisée par le vecteur petit r. Il y a la taille de la source, qui est modélisée par le vecteur R1. Dire qu'on a une source d'extension finie, ça veut dire que R1 est très petit devant R, voire même lambda, la longueur d'onde de notre source. Donc si R1 est très petit devant R, effectivement, on peut considérer qu'on a une source ponctuelle. Hein. Si R est très petit devant R1, bon, on va calculer la transformée de Fourier de la source, on va voir que la transformée de Fourier intervient dans le calcul. Si R1 est très petit est très inférieur à la longueur d'onde, on fera ce qu'on appelle un développement multipolaire. Alors, donc, du calcul du champ A, on en déduit B, à travers B égale rotationnel de A, donc nabla vectoriel B A. On en déduit ensuite le champ E, en utilisant l'équation de Maxwell-Ampère, qui est ici réexprimée sous la forme 1 sur C2, DE sur DT est égal à nabla vectoriel B moins mu 0J, d'accord, donc il suffira ensuite d'intégrer E. On a notre source de champ, notre source de courant, d'accord, qui va être exprimée en fonction de R1, donc la distance caractéristique du courant, et de l'instant
t moins le temps de propagation, donc c'est l'instant où, j'ai oublié r et de t, où on reçoit effectivement l'onde émise par effectivement cette densité de charge de courant. On peut la mettre sous la forme J de oméga, puisque ça dépend de la pulsation, et de R1 fois une exponentielle moins J oméga T moins le retard, qui est donc R moins R1 sur C, le temps de propagation. Et donc on peut en déduire que A de R et de T se met sous la forme mu0 sur 4pi exponentielle moins I oméga T, donc si on utilise cette modélisation, fois une intégrale triple de volume de notre densité, de courant, J de oméga de R1, exponentielle I de oméga sur C, module de R moins R1. On intègre sur tout le volume de la source, donc des 3 de R1. On fait R1, c'est notre variable d'intégration. R, effectivement, étant le point auquel on considère, on cherche à mesurer le champ A. Ok. Je rappelle notre relation de dispersion pour des ondes planes monochromatiques. On a une relation qui lie le vecteur d'onde K à la pulsation de notre onde et la constante de la lumière, donc K est égal à oméga sur C. Donc premier cas, on va considérer que la distance maximale R1 max, en fait, c'est la distance maximale de la source, en fait, est très petite devant R, la distance d'observation, donc plus loin que la distance caractéristique de la source. Alors on va pouvoir écrire, donc je rappelle géométriquement, ici on a donc la distance caractéristique de notre source, c'est R1. Ok, on va considérer par exemple le Soleil avec la distance des éléments au Soleil. C'est voilà, en quelques centaines de milliers de kilomètres, la croûte solaire. Et on va considérer R, par exemple, la distance entre le Soleil et la Terre, c'est 40 millions de kilomètres. Donc R, c'est 40 millions de kilomètres contre quelques centaines de milliers de kilomètres si on considère que la source du Soleil, elle a une épaisseur de 100 000 kilomètres. Je sais pas, je dis un peu une bêtise, mais de l'ordre de grandeur, il est là, peut-être plus, mais la distance entre le manteau, la croûte et, voilà, et le magma en fusion qui émet l'onde électromagnétique. R, c'est 40 millions, et ça, c'est 100 000. Donc, entre 100 000 et 40 millions, voilà, il n'y a pas photo. On a bien R1 qui est très petit devant R. Donc, vectoriellement, R moins R1, c'est ce vecteur-là, d'accord? Donc, on va faire un développement dans le calcul, dans ce calcul-là. Ce qu'on peut faire, on peut faire un développement limité à l'ordre 1, et on aura R moins R1 en module qui sera égal à R facteur de 1 moins R1 scalaire, donc R chapeau étant le vecteur unitaire sur R. Attention, dans exponentielle IK de R moins R sur R moins R1, le dénominateur est un terme d'amplitude, d'accord? On peut donc aisément l'approcher par un développement limité d'ordre 2. On peut effectivement faire un développement limité ici en sortant R. On va avoir du R, facteur de 1 moins R1 sur R, et on va, comme R1 est très petit devant R, R1 sur R est de l'ordre de 0, et on va faire un développement limité du type 1 sur 1 moins X, va être égal à peu près à 1 plus X. Ok? Oui, c'est égal à R1 sur R. Par contre, dans l'exponentiel, module de R moins R1, dans l'exponentiel, ce terme, effectivement, est un terme en phase, hein, ça représente une phase, tandis que là, ça représente une amplitude. Il faut donc être prudent et prendre un minimum un développement d'ordre 2. On pourra écrire que l'exponentiel de IK de R moins R1 sur module de R moins R1 peut s'approximer. Donc, on a une première approximation en exponentielle IKR, facteur de 1 moins R1 sur R fois R chapeau sur R. Et à ce moment-là, notre potentiel vecteur du champ 1, dans dérive B, pourra se mettre sous la forme mu0 sur 4pi exponentielle moins i oméga t moins kr fois une intégrale triple de volume qui sera en fait la transformée de Fourier en 3D. Cette intégrale de volume étant j de oméga de R1 exponentielle moins i k de R scalaire R1 d3 R1. On connaît une transformée de Fourier. Avec notre vecteur d'onde qui est lié à la longueur d'onde suivante, puisque notre vecteur d'onde a la dimension, je le répète, des mètres moins 1, c'est une longueur, c'est l'inverse d'une longueur, de pi sur k sur lambda, et notre fréquence mu de type varie en R chapeau sur lambda. Donc A de R t est égal à ceci, et c'est équivalent en fait au domaine fréquentiel, et dire que la transformée de Fourier de notre fréquence, qui est égale à l'intégrale triple, donc l'intégrale sur tout le volume temporel en fait, spatial, de f de t, exponentielle moins 2 pi, fréquence t. On aura que le courant I à l'instant t moins r sur c, donc reçu, donc qui est égal à la dérivée de la charge par rapport au temps t moins r sur c. Et si on a effectivement une charge en exponentielle i oméga,
on aura un courant d'amplitude de type moins I oméga, Q de oméga, exponentielle moins I oméga t moins KR. Donc on ne s'est pas encore intéressé à la direction de E et de B. La polarisation va évoluer. Attendez. J'ai bu un peu, j'avais soif. Donc la polarisation, donc c'est l'évolution de la variation du vecteur E pendant la propagation. Pour une onde plane électromagnétique, nabla scalaire E est égal à 0, d'où K scalaire E est égal à 0. Le champ électrique est perpendiculaire à la direction de propagation. Voilà. J'ai fait, je crois, précédemment, une ou deux vidéos avant, si je me trompe pas, toute une vidéo sur la polarisation de l'onde. Donc c'est une vidéo intéressante. Je pense qu'elle peut être complémentaire à celle-ci et elle peut se lire à la suite de celle-là, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Voilà pour les bases de l'électromagnétisme. Je pense que je ferai rapidement des exercices qui prennent en compte ce que j'ai explicité. Donc je prendrai pour acquis ce qu'on a vu là et on partira de là pour pouvoir faire des exercices d'application en fait. Voilà.